Merci beaucoup Sarah. Nous reprenons donc le fil de ces ateliers républicains qui sont portés par Elnet à l'instigation d'Arié Bensemoun, son directeur, avec le précieux concours de Sarah Pérez qu'on vient d'entendre, le soutien efficace de Charlotte Grimm, de Lionel Cohen et toute la chaleureuse équipe d'Elnet. J'en témoigne à l'occasion, c'est une chance de les avoir disponibles, motivés, généreux d'eux-mêmes et donc battants et efficaces. J'aurais même envie de dire que c'est une bénédiction. De quoi Durban est-il le nous? C'est ce que nous voudrions sonder plus loin que l'évidence et la flagrance à l'occasion de cet atelier de rentrée. Avec ses amis de vigilance et de combat, d'érudition et de lettres, qui viennent d'être nommés, je les renomme, la linguiste Yana Grinspoon, la philosophe René Frégosi, l'écrivain Marc Westman. Chacun d'entre eux trois va nous en éclairer, en rappeler quelques moments séminaux du puzzle. Avec en creux, en vis-à-vis, le graphe non écrit d'un autre syntagme. De quoi Israël est-il le nom? Et avec encore cette question taraudante, de quelles appréhensions, de quelles craintes, de quelle panique agressive, et chaque fois que l'occasion le permet meurtrière, se sustente la haine des Juifs, anti-judaïques, antisémites, antisionistes. Haine qui, depuis l'Antiquité païenne, les querelles judéo-alexandrines pré-chrétiennes, ressassent, resserrent, recyclent, rhabillent le même corpus de mensonges éhontés, le même pattern de calomnies délirantes, les mêmes stéréotypes d'une cruelle impudence, déjà relevée par Flavius Joseph dans son Contrapion. Cruelle impudence est une expression propre à Flavius Joseph. Stéréotype adaptable depuis, en tout lieu, tout temps, toute circonstance, alimentant la permanence à travers les siècles d'un folklore miso-judaïque infiltré dans les cultures populaires et dans la rhétorique politique assassine des discursivités de la domination tyrannique ou totalitaire. Qu'est-ce qui fait le lien entre l'introduction dans le corpus juris civilis romain en 529 d'un traitement spécifique, servitus judaeorum, servitude des Juifs, qui dénia aux Juifs toute citoyenneté, les disqualifia de toute fonction publique, les interdit d'équivalence de droit juridique, etc., avec l'invitation à l'euthanasie du judaïsme, par Kant, dans le conflit des facultés, jusqu'à la réserve mise dans l'émancipation faite aux Juifs par la Révolution française. Selon la déclaration de Clermont-Tonnerre, il faut refuser tout aux Juifs comme nation et tout leur accorder comme individu. Qu'est-ce qui fait lien entre le refus au Parti ouvrier socialiste juif, le Bund, de son autonomie culturelle et politique, dès le second congrès du Parti ouvrier social-démocrate de Russie, dont il avait été un des créateurs, et les invectives de Lénine lors du troisième congrès de ce parti contre le Bund, stipendié, lui et uniquement lui, de nationalisme. Qu'est-ce qui fait lien entre la liquidation stalinienne des dirigeants juifs des partis communistes de Tchécoslovaquie, Slansky, Clémentis, London, etc., de Hongrie, l'assassinat des poètes yiddish en URSS et le dit procès des médecins juifs au début des années 50 et la création d'une sionologie, vous avez bien entendu, dans les années 60. La sionologie, artefact de sciences sociopolitiques, commandité par le département de la propagande du PCUS et le KGB, selon laquelle le sionisme se définissait, dixit en énumération, nationalisme bourgeois, racisme théocratique, impérialisme, colonialisme territorial, voire fascisme, what else. Sionologie qui a servi de matrice à la résolution onusienne de 1975, assimilant le sionisme au racisme, dont il semble bien qu'elle ait été orchestrée par l'Union soviétique. Yana Grinspoon sait tout cela mieux que moi d'y avoir été directement confrontée. Qu'est-ce qui fait lien encore entre le national-catholicisme antisémite d'un Maurras et celui païen, anti-monothéiste du nazisme, comme l'avait immédiatement identifié chez celui-ci Joseph Roth et Sigmund Freud, et sur lesquels ils avaient tenté d'attirer l'attention? Et qu'est-ce qui les relie tous aujourd'hui avec l'islamisme se déployant?
Une piste pourrait nous être indiquée par Jean-Jacques Rousseau. Ce même Jean-Jacques Rousseau que Maurras dénonçait comme un aventurier nourri de révoltes hébraïques et que Voltaire vomissait à des titres similaires. Rousseau, qui fut l'inspirateur de Pasquale Paoli, premier législateur à donner la citoyenneté aux Juifs durant la courte indépendance de la République corse, bien avant la Révolution française. Petit clin d'œil amical à René Frégosi. Écoutons un instant Rousseau. Je dois cette découverte à un article de Blaise Bachofen paru en 2006 dans Pardès et à l'incitation récente de notre ami François Rastier qui interviendra bientôt dans le programme des ateliers républicains de cette année. Je vous cite Rousseau. Un spectacle étonnant et vraiment unique est de voir un peuple expatrié, n'ayant plus ni lieu ni terre depuis 2000 ans, un peuple altéré, chargé, mêlé d'étrangers depuis plus de temps encore, un peuple épars, dispersé sur la terre, asservi, persécuté, méprisé de toutes les nations, conserver pourtant ses coutumes, ses lois, ses mœurs, son amour patriotique et sa première union sociale quand tous les liens paraissent rompus. Les Juifs nous donnent cet étonnant spectacle. Les lois de Moïse vivent toujours. Athènes, Sparte, Rome ont péri et n'ont plus laissé d'enfants sur terre. Sion, détruite, n'a point perdu les siens. Ils se conservent, ils multiplient, ils se mêlent de tous les peuples et ne s'y confondent jamais. Ils n'ont plus de chef et sont toujours un peuple. Ils n'ont plus de patrie et sont toujours citoyens. Quelle doit être la force d'une législature capable d'opérer de pareils prodiges, capable de braver les conquêtes, les dispersions, les révolutions, les siècles, capable de survivre aux coutumes, aux lois, à l'empire de toutes les nations, qui promet enfin, par les épreuves qu'elle a soutenues, de les soutenir toutes, de vaincre les vicissitudes des choses humaines et de durer autant que le monde. C'est dans les fragments politiques de Rousseau à propos des Juifs. En écho, dans les 1000, Rousseau pourra alors affirmer contre la doxa pluriséculaire « Je ne croirais jamais avoir bien entendu les raisons des Juifs qu'il n'ait un État libre, des écoles, des universités, où ils puissent parler et disputer sans risque. Alors, seulement, nous pourrons savoir ce qu'ils ont à dire. » Ce qui s'indique dans la pensée de Rousseau, comme l'a bien cerné Bachofen, c'est que le peuple juif est éminemment politique, avec ou sans État. Serait-ce là, par-delà les fantasmagories psychiques, projectives, les envies atrabilaires ou les différents métaphysiques et eschatologiques concurrentiels, et bien sûr le prépositionnement reconduit d'un objet pour une haine rassembleuse, que réside la terreur de ceux, communistes, nationaux catholiques, nazis, islamistes, extrême droite, extrême gauche, qui se passent en relais, le témoin de la haine du juif, de son existence autonome, de son existence politique et de nos jours, pour moitié de sa population, de son existence nationale. Aujourd'hui que le vœu de Rousseau a été exaucé, il leur faut alors dénigrer, stigmatiser, délégitimer les Juifs dans l'état qu'une partie d'entre eux se sont bâtis. Il leur faut donc salir Israël, le traîner dans le caniveau, démentir ses performances, disqualifier ses exploits, délégitimer ses stratégies, grossir le trait de ses faiblesses, surligner ses tangages, traquer ses manquements, ricaner de ses déboires, réels ou inventés. L'imagination mauvaise est ingénieuse. On lancera l'affaire Pegasus, on relancera l'antienne apartheid durant cet été en prologue d'Urban 4. Il n'y a pas si longtemps, la venue des Bné Israël et Falacha n'était déjà à cette aune rien d'autre qu'une opération de com pour ces gens, supposée destinée à la restauration de l'image du pays afin de recouvrir d'un voile son alliance avec l'Afrique du Sud de l'apartheid, masquer Sabra et Shatila, etc., etc. C'était la thèse de Tidiane Ndiaye, parue chez Gallimard. Pour paraphraser ici Sartre, l'antisionisme ne nous apprend rien sur Israël, mais beaucoup sur les antisionistes. Quant à la végétalisation du paysage, autrefois saluée sous le syntagme de faire fleurir le désert, c'est sous la plume de la nouvelle correspondante du Monde, dans un article paru dans Middle East Eye, peut-être financé par les frères musulmans, un greenwashing pour effacer l'Orient et européaniser les paysages. Extrait de l'article, à partir de 1850, les sionistes
sans doute des disciples tardifs du Bonaparte de la campagne d'Égypte, parce que Herzl, lui, n'avait pas encore pointé son nez à Paris, n'ont qu'une idée, c'est de transformer le paysage du Moyen-Orient pour en faire un paysage européen. Végétation, architecture, routes, murs. Le projet sioniste a remodelé le paysage en Israël et dans les territoires occupés, créant des complexes entrelacements où la présence palestinienne est cachée lorsqu'elle n'est pas sous surveillance et partout. C'était le moment woke et comme seule culture de l'antisionisme. Si l'antisionisme était le socialisme des imbéciles, selon Auguste Babel, l'antisionisme est le progressisme des incultes. Et encore, comme disait l'écrivain Jacob Wasserman à l'aube du XXe siècle, quoi que fasse un juif, c'est toujours ce qu'il ne faut pas faire. N'en déplaise à tous les pharaonites aspirants totalitaires du monde moderne d'hier et de notre époque, aux narrativités et blasons variés, l'annonce faite 13 siècles avant l'ère commune sur la stèle de Merenpat, Israël est détruit. Sa semence même n'est plus, est toujours démentie. Israël comme appellation de peuple, comme renommée d'esprit, comme réputation de nation, selon le tropisme éthico-politique de chacun, vit. Israël Chai. De quoi parlait Rousseau, ce néophyte d'une anthropologie freudienne qui ne prendra ses linéaments qu'un siècle plus tard? De quoi, avec lui, Israël est-il le nom? Affirmons-le dès maintenant, de la pulsion de vie, elle n'est pas indépendante de la condition de la loi. Nous allons entendre tour à tour Yana Grinspun, puis René Frégosi et enfin Marc Wetzmann. Ils ne vont pas avoir beaucoup de temps chacun cette fois-ci, une quinzaine de minutes, mais nous les réinviterons durant cette année pour de plus amples développements. Yana Grinspun est linguiste, maître de conférence à la Sorbonne Nouvelle de Paris 3. Originaire d'Union soviétique, elle est franco-israélienne. Elle est, avec Jean Slamovitch, une éclaireuse vigile des absurdités néfastes de l'écriture inclusive. Elle est membre du réseau universitaire de nos amis du RRA, recherche sur le racisme et l'antisémitisme, et est cofondatrice de l'Observatoire du décolonialisme. Elle a été au début de l'été à l'initiative de la première pétition parue dans l'Express en réponse aux proclamés 1000 intellectuels stigmatisant Israël comme un État d'apartheid. René Frégosi est docteur en philo et sciences politiques. Elle a dirigé l'Institut d'études du Parti socialiste en France, puis a été secrétaire nationale aux relations internationales du parti. Elle a enseigné ensuite à la Sorbonne, elle aussi. Elle est mélancolique, comme bien d'entre nous, de l'incapacité à faire émerger un authentique parti social-démocrate au sens historique de l'appellation en France. Outre de nombreux articles, elle a publié avant l'été un ouvrage, « Comment je n'ai pas fait carrière au PS, la social-démocratie empêchée ». Marc Wetzmann est écrivain et essayiste. Il a longtemps travaillé aux Inrecuptibles, puis sur France et depuis sur France Culture. Il est l'auteur de 12 romans et essais sur les questions d'identité et de terreur politique, dont Chaos, Une place dans le monde, Fraternité. Son dernier ouvrage, Un temps pour haïr, en forme d'enquête littéraire sur le terrorisme, a reçu de nombreux prix, dont celui de la Fondation Bernheim, dont j'ai longtemps été le secrétaire général. L'ouvrage est aussi paru aux USA dans une version spécifique sous le titre de Haït.